Monsieur Michaud, vous êtes gestionnaire des relations avec les communautés chez Nordvolt. Ça fait pratiquement 3 mois, jour pour jour, que vous êtes à l'emploi. Dans quel contexte est-ce que ce poste-là a été créé initialement? C'est un poste qui a été créé, je vous dirais, au mois de novembre. Donc, c'est suivant la volonté de l'entreprise de maintenir des bonnes relations avec la communauté. Puis moi, j'y ai vu une opportunité justement de relever un défi passionnant, puis de prendre part à des activités comme celle de ce soir, justement, où les gens, on peut prendre le temps de discuter avec eux. Donc, mon travail ne porte pas uniquement sur la relation avec les citoyens, mais sur la résolution d'enjeux qui me sont rapportés par la population. Donc, c'est ce qui je trouve particulièrement intéressant là, de ce travail-là. Oui. Puis en novembre dernier, c'était quelques mois après l'annonce du projet. Il y avait très peu d'informations qui circulaient, des citoyens qui se posaient beaucoup de questions. Donc, qu'est-ce qui vous a intéressé? Parce que clairement, c'était un défi là, pour la personne qui allait prendre ce poste-là. Absolument. Bien, je suis quelqu'un qui carbure au défi. Puis, pour moi, je croyais beaucoup en l'entreprise de Nordvolt et en sa mission environnementale. Donc, pour moi, c'était d'abord la première volonté de prendre part à ce projet-là, puis de revoir l'histoire, en fait, là, au Québec, là, avec c'est un projet qui est extrêmement positif et en lequel je crois énormément. Puis c'était un défi, justement, un défi humain, un défi technique aussi, technologique. Donc, il y avait plusieurs aspects extrêmement intéressants dans cet emploi-là qui me passionnait, justement. Mm-hmm. Puis, au cours des derniers mois, il y a plusieurs citoyens ou des membres de groupes citoyens qui ont dénoncé le manque de transparence de l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet-là? En fait, pour moi, je pense que l'entreprise fait preuve de transparence, puis justement, toutes les démarches qu'on met en place visent justement à nous assurer de tisser un lien. Ça serait très facile pour nous de faire, par exemple, des séances d'information rapides, mais pour nous, la volonté réelle, c'est de prendre le temps de développer des relations sur le long terme avec les gens. Donc, l'activité de ce soir s'inscrit exactement dans ce cadre-là. On veut prendre le temps de tisser des relations, une personne à la fois. On a commencé en petits groupes avec une personne, ensuite on a augmenté la grandeur des groupes. Maintenant, on va de plus en plus vers des activités plus larges. Puis ça nous permet de tisser des relations puis d'avoir des échanges qui sont beaucoup plus riches avec les personnes avec qui on parle. Oui, puis quand vous parlez d'activités, c'est ça, c'est des soirées comme ce soir, c'est que vous prenez un café avec des citoyens. Comment les gens pouvaient s'inscrire à ces activités-là? Parce que ce soir, c'était la dernière là, d'une série. On va parler de ce qui s'en vient pour la suite, mais comment les gens avaient accès à ça? Oui, absolument. Bien, ce qui est intéressant, c'est que les gens nous contactaient par courriel via notre site web et nous disaient, bien, écoutez, on aimerait se retrouver ailleurs que dans une séance d'information élargie qui sont souvent monopolisées par des gens qui sont à l'extérieur, qui proviennent de l'extérieur de la Montérégie ou, par exemple, qui sont polarisantes, là. Donc, l'idée nous est venue comme ça. Puis, c'est un groupe de citoyens organisés qui m'avait invité à venir ici la première fois. J'ai aimé l'approche, j'ai aimé l'idée. Puis, on a décidé de partir de ça pour continuer cette approche-là qui est beaucoup plus conviviale, informelle. Puis, ça met les gens dans un esprit d'ouverture. Et ce que j'apprécie particulièrement de cette activité-là, c'est l'échange entre les gens. Je vous donne une petite anecdote. Il y a des citoyens qui connaissent tellement bien le secteur, qui connaissent tellement bien l'histoire de la région qu'ils ont travaillé, par exemple, à la CIL, qui était sur le terrain de Nordvolt par le passé. Donc, ils sont en mesure parfois de répondre aux questions de d'autres citoyens avant même que je puisse le faire, parce qu'ils ont probablement des fois des connaissances supérieures aux miennes. Donc, c'est cet échange-là aussi qui a un effet mobilisateur, qui a un effet intéressant pour les gens. Les gens peuvent participer, peuvent nous soumettre des idées. Donc, c'est beaucoup plus facile d'établir une relation à long terme comme ça quand on peut prendre le temps. C'est plus long, évidemment. C'est quelque chose qui se fait à plus long terme, mais c'est très, très enrichissant pour les citoyens, pour nous. Oui. Puis, sentez-vous que c'est efficace aussi? Les gens ressortent de ces séances-là avec quelle attitude? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Je pense que oui. Puis les résultats à date sont très positifs. C'est un projet qu'on a commencé qui est quand même prometteur, puis on a voulu tester cette formule-là.
Puis je vous dirais que j'ai vu des gens arriver en colère, j'ai vu des gens très inquiets aussi, j'ai vu des gens très positifs. On a vu toutes sortes de gens arriver, toutes sortes de positions envers Nordvolt. Mais généralement, les gens qui viennent s'inscrire, on a des gens qui sont revenus, mais on a des gens qui ont continué à nous écrire, puis à m'envoyer, par exemple, des courriels, des questions supplémentaires. Donc, une relation qui est établie, et c'est exactement ce qu'on voulait faire avec ce projet-là. On a l'avantage d'être dans une communauté locale qui n'est pas Montréal, qui n'est pas une grande ville nécessairement. Donc, on finit par connaître le terrain, on finit par connaître bien les gens, leurs préoccupations, puis d'être capable de tisser des relations intéressantes. Mm-hmm. Puis, c'est quoi les autres actions au-delà des cafés et des courriels auxquels vous répondez de manière très efficace, qu'on nous a dit, en quelques minutes parfois? Au-delà de ça, c'est quoi les actions qui ont déjà été posées? Il y a plusieurs activités de 1 à 1 qui ont été réalisées. Par exemple, surtout dans les premières semaines, premiers mois, j'ai rencontré tous les groupes communautaires, les groupes de citoyens organisés, des groupes environnementaux, donc des rencontres individuelles. Il y a eu beaucoup d'appels individuels, de réponses aux plaintes de façon individuelle, des clubs sportifs. Toute personne qui demande à rencontrer Nordvolt est rencontrée. Il y a aussi plusieurs, par exemple, des activités avec les entrepreneurs, la communauté entrepreneuriale. Il y a beaucoup d'activités qui ont été faites aussi avec des groupes communautaires ou groupes sociaux. Je vous dirais, à peu près, là, pour vous donner un ordre d'ampleur, on parle d'une 50aine de rencontres qui ont rejoint à peu près 600 personnes là, dans les 3 derniers mois. Wow! Et aujourd'hui, on assistait au dernier café de ce genre. Et à quoi on peut s'attendre pour la suite? En fait, le café, c'était vraiment une première étape. Pour nous, on veut miser sur ce succès-là. On essaie premièrement d'agrandir un peu la formule. On profite du beau temps pour essayer de sortir à l'extérieur, d'amener les gens dans un contexte encore plus convivial, plus favorable aux échanges propices. Donc, on regarde pour peut-être une terrasse ou de trouver un lieu qui pourrait permettre des échanges propices comme ça, mais toujours en gardant une formule d'échange, d'échange avec les gens, puis de communication positive, conviviale. Oui. Ce soir, un des enjeux, une des inquiétudes qui est ressortie, c'était les enjeux de circulation. Est-ce que c'est quelque chose qui est revenu souvent dans vos rencontres? Absolument. Je vous dirais que d'un point de vue local, et c'est ce qui est intéressant avec cette activité ici, c'est que ça nous permet d'aller chercher le pouls localement. On voit que d'un point de vue national, les préoccupations portent plus sur la conservation environnementale du site, mais d'un point de vue local, la principale préoccupation qu'on observe, c'est vraiment la circulation, les nuisances potentielles en lien avec la construction du site. Et c'est vraiment la préoccupation qui nous est soulevée le plus fréquemment. Oui. Puis, on a parlé également d'opportunités. Est-ce qu'il y a des opportunités à saisir, notamment du côté du transport collectif? Ça ressemble à quoi la position de Nordvolt par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez, en fait, vous impliquer à ce niveau-là puis faire changer les choses? En fait, on n'a pas de pouvoir direct d'agir sur le transport collectif. Par contre, on est en communication avec différentes instances, différents partenaires, différentes agences de transport pour justement voir à bonifier l'offre de services en transport collectif. Aussi, on fait notre part, évidemment, pour s'assurer que les travailleurs qui vont se présenter sur le chantier vont le faire par covoiturage ou par des navettes, donc pour limiter l'impact de la circulation au maximum. Oui. Puis, par rapport aux travailleurs, vous vous attendez à ce que ces travailleurs-là viennent de la région ou viennent de l'extérieur? Avez-vous commencé, en fait, les processus d'embauche déjà? On a jusqu'à présent environ 120 employés chez Nordvolt. Ça va à un rythme assez important. On parle de 5 à 6 embauches par semaine. Donc, moi, je suis l'employé numéro 62 et là, on est rendu à 120, 150 à peu près, donc en quelques mois seulement. Donc, présentement, on a un siège social qui est situé à Montréal, mais dont plusieurs employés résident déjà sur la Rive-Sud et qui sont appelés justement à intégrer les bureaux là, de Nordvolt sur la Rive-Sud aussitôt qu'ils vont être construits. Et ce sera le cas pour moi également. Oui, donc présentement, vous êtes à Montréal. Oui. Ah, OK. Donc, vous allez déménager.
En fait, personnellement, vous voulez dire? En fait, je vais vous dire un secret, là. Oui, effectivement, je suis de Montréal, mais j'ai fait une offre d'achat sur une maison dans la région parce que je suis un amoureux de la région depuis des années. Puis c'est effectivement un projet que je caresse depuis longtemps et qui est sur le point de se concrétiser dans quelques jours. Ah, bon, ben, félicitations pour ce nouvel achat. Mais ça m'amène à ma prochaine question qui est quand même une inquiétude citoyenne, la pénurie de logement, la crise du logement. Si on a tous ces nouveaux employés-là qui s'en viennent dans la région, ça va faire monter le coût des logements. Il y a très peu de logements abordables présentement dans la région. Donc, est-ce que c'est un enjeu auquel Nordvolt peut... est-ce qu'il y a des mesures, en fait, d'atténuation de la crise qui peuvent être mises en place? On travaille beaucoup avec les gouvernements, avec les instances municipales pour favoriser justement la construction de nouveaux logements. On n'a évidemment pas de pouvoir direct sur ces mesures-là, mais on a une influence, puis on a aussi un effet catalyseur sur lequel on peut profiter justement pour mettre en œuvre des mesures qui vont faciliter la construction de logements. Je pense que l'enjeu de logement en est un important, évidemment, parce que la situation est déjà problématique. Donc, pour régler ces problèmes-là, il va falloir non seulement s'attarder sur la question du logement privé, mais surtout aussi logements sociaux, les logements, par exemple, les logements, les coopératives communautaires. Donc, il y a plusieurs aspects à considérer. Moi, présentement, ce que je fais, c'est que je rencontre les différents groupes communautaires pour établir leurs besoins. Donc, dans les prochaines semaines, justement, j'ai des rencontres prévues avec des groupes communautaires pour aller chercher leurs besoins, les transmettre aux bonnes personnes, puis essayer de trouver des mesures pour justement faire profiter la population d'une bonification de l'offre de logement. Oui, et puis les municipalités aussi doivent être impliquées là-dedans. Ils ont des objectifs de densification douce faisant partie là, de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, les municipalités sont des partenaires importants, évidemment, non seulement au niveau du logement, mais dans tout le cadre du projet. Les différents ministères aussi, toutes les instances, les groupes communautaires. Donc, il ne faut absolument oublier personne, puis travailler en concertation pour s'assurer de mettre en place des mesures pérennes. Mm-hmm. Puis, il y a quelques mois, il y a eu un appel de candidature pour faire partie d'un comité de liaison, un comité citoyen. Donc, en quoi ça consiste, ce comité-là? Puis, est-ce qu'il y a eu beaucoup de candidatures qui ont été déposées? Oui, en fait, on parle de 98 candidatures citoyennes. Donc, aussi, il y avait un groupe, je dirais, d'acteurs incontournables de la société civile, donc des membres de différentes municipalités, donc le politique, l'administratif. On a des groupes environnementaux, des groupes de citoyens organisés. Puis, on a voulu donner la chance à ces personnes-là d'élire, de voter pour des citoyens. Donc, ça permettait justement d'augmenter le niveau de participation du comité. Puis, il y a eu une première rencontre, en fait, qui a porté sur le projet. Donc, on voulait que tout le monde ait une connaissance identique du projet Nordvolt, donc ce qui portait précisément sur l'impact positif environnemental, les enjeux environnementaux aussi, les enjeux économiques. Ensuite, on aura une prochaine rencontre le 12 juin prochain qui va viser à, premièrement, expliquer ce en quoi consiste la deuxième autorisation environnementale, qui, elle, porte sur qu'est-ce qu'on va faire chez Nordvolt pour protéger le Richelieu pendant la construction et ce qui va nous donner lieu, justement, au permis de construire. Ensuite, donc, on va recevoir les groupes, différents groupes environnementaux de manière exceptionnelle. On va permettre à des gens qui ne sont pas membres du comité de venir prendre cette information-là et aussi de communiquer. Parce que vous savez, le projet Nordvolt, il y a plusieurs situations qui font en sorte qu'on n'a pas nécessairement toutes les données maintenant, mais c'est aussi une opportunité de consulter les groupes, d'aller chercher leur assentiment, puis d'aller consulter pour aller comprendre leurs préoccupations avant d'aller à la table à dessin pour conceptualiser justement les systèmes de gestion de l'eau, par exemple. Donc, la prochaine rencontre va porter précisément sur la question de l'eau. Oui, donc ce comité-là permet vraiment d'avoir les points de vue de différents groupes qui ont différentes inquiétudes. Absolument. Des groupes, on a des gens qui sont favorables, on a des gens qui sont défavorables, on a vraiment une belle diversité de gens autour de la table. Il y a, par exemple, des groupes qui sont peut-être un peu moins favorables, qui ont proposé d'ajouter un membre de la santé publique, puis leur vote a fait en sorte que
Ça a passé, ça a été accepté par les membres du groupe. Donc, on va ajouter un nouveau membre à la suite de cette décision-là. Donc, je pense que ça démontre justement que les gens autour de la table ont une voix et ont la capacité de faire changer les choses de la bonne manière. Et là, évidemment, c'est très positif ce qui ressort des rencontres, des cafés. Ce que vous nous dites également, vous avez beaucoup de réponses à nos questions, mais il reste quand même qu'il y a des gens qui s'opposent au projet Nordvolt, qui s'opposent vraiment à la filière batterie comme projet pour le Québec. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là? En fait, j'ai à dire que chaque personne compte, chaque voix compte. Et pour nous, c'est important d'aller informer ces gens-là, d'aller à leur rencontre. C'est justement pour ça qu'on fait des activités comme ça, puis qu'on va les élargir. Pour nous, toutes les positions sont bonnes. Il n'y a personne qu'on veut laisser de côté. On veut considérer l'opinion de tout le monde. Évidemment, oui, l'activité de ce soir est positive. Il faut se rappeler que il y a quand même 80% de la population locale qui appuie Nordvolt, qui appuie le projet. Donc, c'est normal qu'on entende, on sente tranquillement que le vent est en train de tourner dans les derniers mois. Les gens commencent à comprendre que, justement, on est ici pour faire bien les choses. Puis, c'est à nous, justement, c'est notre devoir de bien le communiquer, d'être surtout disponible, pas uniquement pour les gens qui sont favorables au projet, mais pour les gens qui ne le sont pas du tout aussi. Évidemment, on ne pourra jamais satisfaire tout le monde, mais on doit toujours demeurer à l'écoute et disponible pour chacun des groupes, chacune des personnes qui se posent des questions. Tout le monde a le droit à une réponse, évidemment. Et on va toujours, évidemment, privilégier le service à la population locale directement, donc aux personnes qui sont directement impactées ou qui sont proches de l'usine, en gardant ça à l'esprit, donc pour toujours être proche des préoccupations du terrain. Oui. Sentez-vous que par la couverture médiatique nationale qu'il y a eu, ça a peut-être amené certains citoyens qui habitent dans la région à s'inquiéter plus qu'il fallait? C'est une hypothèse intéressante. En fait, je pense qu'il reste que les sondages démontrés, des sondages qui ont été justement qui donnent les mêmes résultats, peu importe qui les fait, nous démontrent qu'il y a toujours eu quand même environ 80% des gens qui sont favorables au projet localement. Il reste que je pense qu'il y a une minorité de gens qui sont extrêmement vocales et qui ont peut-être percé peut-être un peu plus dans les médias, mais je sens quand même que le vent est en train de tourner, puis que les gens réalisent de plus en plus que le projet est positif, qu'évidemment, on n'a pas fait les choses de manière parfaite, on le reconnaît, mais il y a toujours place à amélioration, mais qu'on est ici pour faire les choses correctement. Oui, puis sentez-vous que le gouvernement également, qui a été très silencieux cet automne, là, il sort un peu plus. Là. Il parle de la filière de la filière batterie de manière très positive. Pensez-vous que ça contribue aussi au sentiment plus positif qu'on ressent? Pour nous, le gouvernement reste un partenaire important de Nordvolt, puis on travaille avec toutes les instances. Donc, évidemment, je ne peux pas témoigner de la manière dont ils vont communiquer, mais moi, je salue le travail qu'ils font justement pour bonifier la filière batterie, puis comme partenaire de soutenir Nordvolt, puis de s'assurer que notre projet s'implante correctement. Oui. Bien, merci, M. Michaud, de continuer d'informer la population de la région. Vraiment, votre rôle est essentiel, puis on l'a vu ce soir. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Vincent, pourquoi est-ce que vous vous êtes déplacé aujourd'hui pour rencontrer M. Michaud? Écoutez, depuis le début, l'annonce de cette aventure, on va dire, je crois que c'est... En fait, j'essaie d'être très informé sur l'économie, l'environnement, la société, etc. Et la transition énergétique, pour moi, est très, très importante. Bon. Avec l'annonce de l'arrivée de Nordvolt, je dis, bien, yes, on va avoir, nous aussi, notre part de cette industrie. Ça aura un impact sur la décarbonation de la société, même c'est mondial, sur notre économie. Et sociologiquement et économiquement, localement, la communauté va profiter de ça de façon très, très importante, puisque c'est une immense usine. Alors, donc, mon intérêt pour ça est immense et il faut que ça soit bien fait. Donc, la raison pour laquelle je suis ici, c'est pour bien m'assurer que ça va être bien fait,
bien fait dans tous les sens. En fait, c'était le sujet de la rencontre, les transports, les infrastructures, la pollution, etc. Donc, je suis ici pour m'assurer que c'est bien fait, mais dans un esprit de collaboration pour que ça fonctionne. Moi, je veux que ça fonctionne, Nordvolt ici. Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous ce soir pour cette dernière édition d'un café avec Nordvolt. Je vois qu'il y a des gens qui reviennent. On a une nouvelle personne. Il y a un monsieur que j'ai croisé dans un autre contexte, puis que je n'étais pas en mesure justement de savoir qu'on se connaissait. Je trouve ça intéressant de vous avoir. On a eu une rencontre, puis on a ensemble trouvé une solution qui était pour l'élaboration de mesures comme par exemple des radars photo sur la 223, des mesures qui consistaient aussi à mettre des radars pédagogiques. Puis grâce à vous, puis à votre groupe, on a pu faire cheminer le dossier vers la ville de Saint-Basile. Puis le maire a fait une résolution. Puis à partir de ça, j'ai même contacté votre collègue, M. Ouellette, dernièrement pour avoir les adresses les plus problématiques sur la 223 pour régler les problèmes de circulation puis en faire part aux autorités. Je sais que la circulation, c'est un enjeu majeur. Donc, vous, votre préoccupation première, c'est vraiment la circulation puis le transport collectif? Oui. OK, parfait. Excellent. Puis vous êtes de Saint-Basile, vous dites? Oui. Parfait, excellent. Puis si je vous demande sommairement votre principale préoccupation, ça serait quoi? À moi? Oui. Ma principale préoccupation, je dirais que l'enjeu de la circulation là, dans le quartier. OK. Je trouve ça intéressant de vous entendre parce que c'est un peu l'objectif de cette rencontre-là, c'est d'avoir le pouls du terrain. On voit souvent que dans les grandes séances d'information, qui sont souvent monopolisées par des gens à l'extérieur de la Montérégie, les enjeux sont totalement différents de ceux qu'on peut constater sur le terrain localement. C'est un peu l'objectif de la rencontre ici. Puis je suis tout à fait conscient que la circulation, les enjeux de circulation puis de transport sont un enjeu important. Puis vous savez aussi que dans les prochaines semaines, on va avoir une autorisation environnementale qui va nous amener à commencer les travaux. Donc, ça va venir avec un flot de circulation qui est quand même important. Donc, il y a plusieurs initiatives là, que je suis en train de mettre en place pour ça. Je vais vous en faire part. Mais avant, je veux juste, avant de retourner, donc je vous propose qu'on fasse de cette rencontre-là une question de circulation. Mais avant de faire ça, je veux vous poser quelques petites questions sur Nordvolt. Parce que pour moi, c'est extrêmement important de rappeler l'importance que revêt le volet environnemental de l'entreprise. Donc, autrement dit, je suis en train de vous dire, je vais vous faire mon pitch de vente. Donc là, moi, je crois beaucoup en Nordvolt. Puis souvent, les gens nous disent « Ah, mais vous savez, la batterie n'est pas une solution. » Et ils ont raison. La batterie n'est pas que la seule solution. Il y a d'autres solutions. Mais les gens ignorent aussi qu'on vient avec la batterie Nordvolt décarboner non seulement la voiture, mais éventuellement le transport aérien aussi. On vient aussi décarboner la batterie elle-même. Donc, les gens ignorent souvent que la batterie Nordvolt va avoir une empreinte carbonique 10 fois moindre que celle de la batterie qu'on retrouve dans un véhicule actuellement. Et ça, je pense que c'est d'emblée très important pour moi de vous le mentionner parce que c'est notre ADN, donc de décarboner l'atmosphère. Donc, on n'est pas une fonderie, on n'est pas une usine qui vient polluer. Évidemment, il y a plusieurs questions qui restent en suspens. On est encore en train de construire, de designer le processus. Mais pour moi, c'est important. Puis je vais être en mesure de répondre à toutes vos questions concernant la batterie, de répondre à vos questions sur l'aspect environnemental de Nordvolt parce que j'y crois énormément. Maintenant, sur la circulation, est-ce que vous avez une idée de combien de camions on s'attend à avoir dans les prochaines semaines? Parce que je vais vous donner l'heure juste. Ben, je vous dirais, vous êtes bon, vous n'êtes pas pire. Vous avez un morceau de robot pour vous, mais... Non, j'ai déjà écouté. ça va se faire évidemment, on l'a annoncé dernièrement, il y a peut-être 2 mois. Ça va se faire quand même progressivement. Je le sais que c'est un enjeu majeur, puis je vous le dis, c'est pas la principale préoccupation que j'entends nécessairement au niveau national, mais localement, les enjeux locaux
les gens comme vous qui résidez dans le secteur me disent tous la même chose. C'est vraiment leur principale préoccupation. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire pour régler ces enjeux-là. Évidemment, on n'a pas le choix ce montant-là, ce nombre de camions-là qu'on voit, c'est le nombre qu'on n'a pas le choix d'avoir. Si on pouvait en avoir moins, on le ferait, mais il faut quand même s'assurer que le projet avance. On ne peut pas, autrement dit, faire un chantier d'une aussi grande importance sans avoir autant de camions. Maintenant, on sait que donc on a mis en place un programme de surveillance sonore. Donc, ce que ça implique, c'est donc la mesure à différents endroits. Par exemple, il y en a du côté d'Otterburn Park, il y a des mesures qui vont être prises proche de la résidence personnes aînées dans le secteur. Donc, il y en a même aussi pour le petit blongeau, donc une espèce menacée qui est sur le terrain. Donc, on a des mesures de surveillance sonore. À chaque fois qu'on va avoir une plainte, on va se déplacer pour aller mesurer, s'assurer que les niveaux de décibels ne sont pas supérieurs aux normes. Et on est tenu aussi d'apporter en plus des mesures d'évaluation. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va dire « oui, on est allé ». Ce qu'on veut dire, c'est qu'on va apporter des solutions et on doit aussi les mesurer. Donc, on doit s'assurer que les solutions sont mesurées pour qu'elles répondent vraiment aux besoins. Quand on va apporter une solution, oui, bien, il faut la mesurer pour s'assurer qu'elle a réglé le problème. On ne fait pas juste dire « ah, check, on l'a fait ». Donc, on s'assure de mesurer. On n'a pas le choix, on s'assure de mesurer. C'est basé sur les résultats. Exactement. Absolument. L'évaluation sur les résultats. Oui, c'est ça, d'accord. Puis ensuite, on a aussi, au niveau des poussières, on sait qu'on a les toiles sur les camions. On a aussi l'importance de nettoyer les rues. Donc, on va avoir nos propres camions qui vont nettoyer les rues pour s'assurer d'éviter la présence de poussière. On veut maintenir des rues propres. On va avoir aussi, tout récemment, j'ai eu la confirmation que dans certains cas où il y a des résidences, par exemple, qui vont faire part de problèmes de vibration répétitive, on va pouvoir avoir des sismographes sur les maisons de plaignants récurrents, par exemple, qui nous disent « bien écoute, là, moi, ma maison, ça vibre. » Là. Donc, on va s'assurer de pouvoir répondre à ces questions-là. On a aussi, on s'est assuré de répartir toute la circulation autant que possible pour éviter que les camions passent tous au même endroit. Donc, il y a plusieurs choses qu'on fait à ce niveau-là. Maintenant, moi, je vais faire du porte-à-porte dans les prochains jours. Dans les prochains jours, en fait, quand je vais sentir là, que l'autorisation environnementale approche, là, on parle d'une question de jours ou de semaines. Je vais me présenter sur un porte-à-porte pour aller informer les citoyens. Je vais avoir une ligne téléphonique avec une boîte vocale. Les gens vont pouvoir nous contacter, puis on va se déplacer. Quand il va y avoir des enjeux, je vais me déplacer personnellement pour aller les régler. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses qu'on met en place pour atténuer ces problèmes-là. Un guide qui dit aux camionneurs comment faire leur travail dans la région. Bon, pas de frein moteur, tu sais, pour à la planche tout le temps. Je sais pas. J'aime beaucoup. Vous n'êtes pas camionneur, mais vous faites une très belle description. J'ai adoré. Surtout le changement de vitesse avec le pied droit. Ah, vous l'avez fait parfaitement. Vous l'avez fait parfaitement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il y a des consignes qui ont été données. C'est une très bonne question. On veut éviter que les gens utilisent leur frein Jacob, leur frein moteur, leur jig brake. On veut s'assurer qu'ils respectent les itinéraires qu'on a dessinés parce qu'il y a des itinéraires précis. Donc, on veut s'assurer qu'ils ne vont pas dévier de leur itinéraire, qu'ils ne vont pas non plus dans les zones interdites aux camions, mais qu'ils ne vont pas non plus dans les zones où ils pourraient aller avec des camions, mais qui n'ont pas été identifiés. Donc, on veut qu'ils respectent le principe le plan de match, effectivement. Puis, on a aussi des aires d'attente sur le site pour s'assurer que les camions ne vont pas aller attendre au Tim Hortons à côté de la maison de Mme Tartampion là, à Saint-Basile ou à McMasterville. Donc, il y a des mesures comme ça qui sont mises en place pour s'assurer. Puis, on a aussi des signaleurs qui vont être à l'entrée. On veut s'assurer que les camions ne partent pas sur un 10 cents. Donc, il y a plusieurs mesures. Puis, je sais aussi j'ai la confirmation au niveau des municipalités avec qui on travaille ou qu'on informe
qu'ils vont mettre des mesures, par exemple, je sais que McMasterville va mettre des radars pédagogiques, Saint-Basile aussi. Puis il y a une motion, justement, dont on parlait tantôt, qui est apportée pour essayer de régler. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas nécessairement contrôler le nombre de camions qu'on a, mais si on contrôle la vitesse, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Vous me souvenez, vous m'aviez déjà dit ça dans une rencontre avec un autre groupe. Si on contrôle la vitesse, on contrôle le bruit, les risques, on contrôle les vibrations, on contrôle beaucoup de choses avec la vitesse. Donc, pour nous, c'est vraiment important de signaler ces problèmes-là aux autorités, de les outiller avec les informations que vous nous donnez pour qu'eux puissent faire leur travail en connaissance de cause. Donc, ça répond à votre question? Parfait. Maintenant, vous me parliez, est-ce que vous avez d'autres questions au niveau de la circulation pour le moment? Parce que sinon, je vais aller sur le transport collectif. Donc, vous, qu'est-ce qui vous inquiète avec le transport collectif actuellement? Je vois 2 volets à votre question. Donc, le premier volet, c'est vraiment au niveau du transport collectif. Puis le deuxième, c'est plus au niveau des travailleurs qui vont venir. Donc, on veut éviter que les travailleurs engorgent le système déjà. Donc, on va mettre en place des navettes. On travaille justement avec des partenaires des différentes agences de transport pour avoir des navettes. Donc, pour que les travailleurs du chantier de construction, en attendant, avant la phase opératoire de l'usine, évidemment, donc pour que les travailleurs soient en mesure de se déplacer directement sans venir avec leur véhicule ici ou prendre le transport en commun qui est déjà monopolisé par des citoyens locaux. Là. Donc ça, c'est une première mesure qu'on est en train de mettre en place. On travaille aussi avec d'autres agences de transport pour améliorer, bonifier l'offre de service parce que Nordvolt, pour nous, on le voit comme une opportunité de bonifier l'offre de service en transport collectif. On sait aussi que, par exemple, il va y avoir un aéroport à Saint-Hubert, il va y avoir des besoins plus importants avec ça. Donc, je ne vous cacherai pas que il va y avoir un essor économique important. Ça va venir avec certains enjeux, mais ça va venir avec des opportunités aussi. Donc, pour nous, on le voit comme ça, une opportunité d'améliorer, de bonifier l'offre de services en transport en commun, qui est vraiment important. J'ai des collègues qui travaillent là-dessus, mais quotidiennement, pour nous assurer. Je ne vous dis pas que ça va être parfait, là, mais évidemment, je vous donne un indice, là, un exemple. Combien vous pensez qu'il va y avoir d'emplois avec l'arrivée de Nordvolt? Parce que ça va bouger du monde en Montérégie, là. Je ne sais pas si c'est 4 000. OK. En fait, on parle de... Là, je vais vous faire peur un petit peu. Il y a un côté positif, il y a un côté négatif à ma réponse. On parle de 3 000 emplois directs. Par contre, de 7 000 emplois indirects, puis de 1 500 emplois induits. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les emplois directs, c'est des gens dont le chèque de paye est marqué Nordvolt. Donc, les emplois indirects, ce sont des fournisseurs, donc qui sont payés par Nordvolt, mais pas directement. Les emplois induits, c'est le troisième niveau. Donc, ça va amener du monde éventuellement. Ça va se faire progressivement, ça va amener du monde, mais ça va quand même aussi amener une activité économique. Une activité économique importante qui, je l'espère, avec laquelle on va pouvoir miser, sur laquelle on va pouvoir miser pour bonifier l'offre de services en transport collectif. Vous aviez une question? Puis, tu sais, je disais que ma principale préoccupation, c'est la circulation, mais dans ça, il y a également le transport en commun. Puis, parce que, justement, Nordvolt ne viendra pas seul, il y a un développement, puis ça, je sais que c'est pas à votre niveau, mais ça fait partie de, sur le terrain, qu'est-ce qui se vit, le développement de l'offre, mais aussi qu'elle soit plus grande, plus interrégion, puis qu'elle vienne connecter des secteurs qui n'ont pas de transport en commun, aucun service actuellement. Je pense, entre autres, à la liaison entre Sainte-Julie et McMasterville. Absolument. Fait que moi, je trouve que c'est bénéfique et ça devrait... je souhaite que ça puisse se concrétiser. C'est certain, je ne vous cacherai pas qu'on travaille avec les partenaires des différentes agences de transport pour bonifier cette offre de service-là. Je vous mentirais si je vous disais que ça avance vraiment rapidement parce que c'est des enjeux extrêmement complexes. Oui, mais c'est surtout technique, puis je pense que ça va se faire progressivement. Je pense que la région va se moduler, va se modifier progressivement, mais je peux vous assurer qu'autour de la table, on a des gens de tous les ministères, de toutes les agences de transport possibles. On travaille quotidiennement avec ces gens-là pour
les aider, leur fournir nos besoins, donc pour les informer sur les impacts qui vont survenir à l'issue de notre arrivée. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un chantier sur lequel on travaille fortement, mais je dirais à moyen terme. À court terme, on travaille plus sur des navettes pour faire en sorte que les employés se dirigent pas dans les véhicules individuels, qui utilisent le transport collectif sur le chantier pour réduire l'impact de la circulation. Puis à moyen terme, on travaille là-dessus. Mais évidemment, vous avez raison, ce n'est pas juste une responsabilité de Nordvolt, mais je peux vous dire que nos partenaires, eux, sont tout à fait conscients de ça puis ils travaillent bien avec nous là-dessus. Pour faire du pouce un peu sur ce que tu dis, je donne une idée. Par exemple, ici sur le bord de l'eau, au coin de la 20, il y a un stationnement de rabattement. Oui. Okay? Alors, la navette pourrait partir de là, par exemple. Donc, les gens peuvent arriver à l'extérieur du centre et être ramenés à partir de là. C'est pas grave, c'est une idée parmi Je d'autres. vous donne un cue. Là. Ils vont partir probablement de plus loin que ça encore, parce qu'on veut s'assurer qu'ils soient, sans être le plus loin possible, mais qu'ils ne soient pas trop proches. On ne veut pas qu'ils contribuent à l'engorgement de la circulation. Donc, ce qu'on veut, c'est évidemment les faire partir d'un peu plus loin que ça encore. OK, parfait. Ouais. Donc, je pense que si on regarde le truc, c'est micro, très, très local. La circulation, ça nous inquiète comme citoyens. Oui. OK. Ensuite, il y a les infrastructures qui doivent être mises en place parce que, en plus là, on parle aujourd'hui, mais dans un an, on va dire, oui, mais on va les loger où? Ah oui. Donc, il y a du logement autour. Okay? Absolument. Ensuite, pour faire ça, bien, ça prend des égouts. Et ça prend des systèmes de transport en commun. Autrement dit, c'est qu'on crée, je pense, on est en train d'essayer de créer une ville par-dessus la ville. Hein? Ajouter la couche Nordvolt sur des choses qui sont déjà en place. Ils sont fragiles un peu aussi. Oui, c'est ça, comme on disait, il y a des morceaux qui manquent et tout ça. Puis, c'est-à-dire, c'est fragile, puis en même temps, moi, comme citoyen, je dis, brisez-le pas. Hein? Effectivement. Brisez-les pas, Moi, je suis un citoyen là, qui sent sa ville. C'est ma ville. Ben oui, Okay? absolument. Ma vallée du Richelieu. Quand je suis déménagé, puis j'ai voulu redéménager, tout ça par dire, on est des enfants adoptifs de la vallée du Richelieu, puis on va y faire très, très, très attention. Okay? Moi, quand je vois un papier à terre de plastique, je le ramasse. Je ne suis pas capable de faire autrement. Bon, alors, il ne faut pas le briser, mais on peut, comme disait mon père, l'emmieuter. Okay? Y redonner un petit peu de oomph, puis d'énergie. Et donc, moi, je vais surveiller que ces implantations d'infrastructures ne brisent rien, mais plutôt viennent bonifier le tout. Absolument. Puis, à plus haut niveau encore, bien, là, donc, notre petite circulation, nos gens qui habitent quelque part puis qui ont des terrains de sport pour leurs enfants, tout ça. Hein? Et puis, après ça, bien, on prend tout cet argent-là puis ces emplois-là, puis on envoie de l'économie partout au Québec. Parce que, évidemment, on est connecté dans la région de Québec avec les fournisseurs de lithium et tout ça. Là. Donc, moi, je vois ça vraiment comme des couches. Là. On avait le Québec avant, Nordvolt. Et Nordvolt vient ajouter une couche de liens, de rapports, d'argent, d'économie, etc. Pour tout le Québec. Alors, puis moi, je vais surveiller Nordvolt couche par couche. Parfait. On va être là. Parce que je veux que l'argent arrive. Je veux pas que vous brisiez rien. Puis je veux qu'on continue à être heureux. Puis mon rôle comme citoyen, puis quelqu'un qui regarde Nordvolt d'aller, c'est je vous encourage et je vous surveille. Ah, c'est parfait. Alors, ça. comme disait quelqu'un, là, je suis gentil, mais je suis pas mou. Ah, c'est parfait, ça. Ben, dans votre question, vous abordez plusieurs points dans votre réponse, mais je vous dirais que, premièrement, vous abordez l'économie puis le logement, en fait. Donc, l'économie, pour moi, je peux vous dire, on n'a pas les modélisations de l'impact économique encore. Ça va venir éventuellement. Mais on sait que, par exemple, quand on est passé en Suède, en Allemagne, en Pologne, il y a eu quand même une augmentation du PIB assez substantielle, de 4 à 5 Donc, on sait que ça va créer beaucoup de richesses. Donc, l'activité économique va créer de la richesse. Les taxes aussi sur le terrain, on ne sait pas encore, on est en train de l'évaluer, on ne sait pas combien on va avoir en redevance aux municipalités, mais on sait que ça va être une occasion de bonifier, l'opportunité pour les municipalités de bonifier les infrastructures de manière assez importante. Maintenant, vous parlez d'une question du logement. Et ça, c'est une question que j'entends souvent. C'est la deuxième question, je pense, qui préoccupe le plus les citoyens locaux.
Donc, comme je vous disais tantôt, quand j'entends souvent dans les médias nationaux que les préoccupations portent plus sur l'aspect de conservation du milieu environnemental du site, mais localement, les deux principales préoccupations, je vous le rappelle, circulation et logement. Donc, la circulation, très court terme, logement, long terme. Donc, ça, c'est une question qui est très importante parce qu'on sait qu'évidemment, il va y avoir plus de gens à Montérégie. On sait que la valeur des maisons va augmenter aussi. On ne veut pas non plus qu'il y ait un écart de richesse entre les mieux nantis et les moins favorisés. Donc, on a quand même une confiance que, en parlant à différents partenaires, il y aurait en Montérégie assez d'espace pour la création, mais suffisamment de logements. Ça, c'est une information qu'on a. Par contre, est-ce que ça veut dire que les logements vont se faire? Donc, il faut trouver des incitatifs. Il faut aussi faire en sorte que ce ne soit pas uniquement des logements privés. Il faut trouver des incitatifs pour des logements sociaux. Ça peut être des communautaires, des coopératives communautaires. Donc, ça prend une diversité de l'offre de services en matière de transport, pas de transport, mais de logement. Et pour ça, bien, on travaille justement avec le gouvernement, avec les municipalités, avec des entreprises. On est en train d'essayer de trouver des solutions parce qu'on le sait que ça risque d'être un enjeu. Ça l'est déjà, en fait. Donc, si c'est un enjeu actuellement, ça ne pourra pas s'améliorer. Oh oui, absolument. Donc, c'est une préoccupation. Au niveau de la main-d'œuvre, ça l'est moins un peu parce que on a justement choisi ce site-là parce qu'on sait qu'il y a un bassin de population, entre autres, parce qu'on sait qu'il y a un bassin de population important ici. On est en train de négocier pour établir des sites de formation, des écoles de la batterie éventuellement, localement. On sait que ça va bouger au niveau de la formation de la main-d'œuvre. Ce ne sera pas tous des employés qui vont venir s'installer ici. Il va y avoir des gens en périphérie. Mais ça reste une préoccupation pour laquelle, actuellement, je vous mentirais si je vous disais qu'on aurait toutes les réponses. Mais je peux vous dire, par contre, qu'on travaille avec les instances, les bonnes instances, pour essayer d'être un facilitateur, de trouver des solutions. C'est vraiment un problème important, oui. Hier, la ministre Maïté Vézina de l'Habitation a déposé un projet de loi qui a pour objectif, et je l'ai félicité, je lui ai fait parvenir un courriel pour la féliciter, de densifier nos territoires, de faire en sorte que de tripoter dans les territoires agricoles va devenir infiniment plus difficile. Puis, comme elle disait, tant qu'il va rester un pouce carré de terrain qu'on peut développer sans empiéter sur les terres agricoles, ça va... Et si tu veux prendre un pouce carré de terre agricole, il va falloir que tu sortes tes crayons et ton papier pour écrire. Là. Alors, donc, un défi de plus pour les municipalités, les MRC, hein, c'est les MRC, pour réussir à livrer plus de logements, mais dans un cadre qui ne brise pas nos territoires, ce que je disais tout à l'heure. Oui. Puis c'est pas, je dis pas que c'est que Nordvolt est impliqué là-dedans, parce que je veux dire, ça va devenir un facteur pour travailler du personnel de Nordvolt, puis des municipalités, puis des MRC, pour trouver des endroits pour placer ça de façon responsable. Je vous dirais que c'est moins une préoccupation, comme je vous disais tantôt, oui, c'en est une. Puis je pense que moi aussi, je salue l'importance d'éviter d'utiliser les terres agricoles pour des fins non agricoles, pour des fins résidentielles, évidemment. Je dirais qu'au niveau de l'espace en Montérégie, c'est pas tant un problème. L'enjeu qu'on a, c'est vraiment de trouver des incitatifs pour faire en sorte que les gens vont construire ces logements-là. Donc, pour créer une plus grande offre. Donc, ça, pour moi, je partage vos préoccupations là-dessus, mais en même temps, je les nuance parce que je considère qu'on m'informait l'effet qu'il y a de l'espace en Montérégie. L'enjeu, c'est qu'on ne veut pas, justement, empiéter sur les terres agricoles. On ne veut pas non plus créer ça n'importe où. Ça m'amène aussi au sujet des mesures compensatoires environnementales parce que l'aspect que vous parlez m'amène à vous parler du projet de conservation qu'on est tenu de faire pour compenser le site de Nordvolt. Donc, c'est un projet de 50 hectares qui va avoir lieu dans la vallée du Richelieu, idéalement, en Montérégie, mais on espère que ça ait lieu dans la vallée du Richelieu. Évidemment, on évite les terres agricoles, ça va de soi. C'est un projet dont on veut rendre accessible à la population. Donc, pas juste de faire un endroit où les écosystèmes et la biodiversité peuvent s'installer, mais de le rendre accessible
pour la population. Mais parce que vous parliez de la rareté des terrains, souvent j'entends la question suivante, vous ne trouverez pas d'endroit pour installer un terrain en Montérégie, une mesure de un terrain compensatoire. Alors que ça, je peux vous rassurer l'effet que c'est pas vrai. On a une liste de terrains, on a plusieurs terrains qui nous sont proposés. Il y a des différents groupes de conservation actuellement qui sont approchés par l'entreprise pour justement recenser ces terrains-là. Une fois qu'ils vont être recensés en 2024-2025, on va s'asseoir avec ces groupes-là pour les sélectionner, donc faire une proposition. On va les proposer justement au comité de liaison de Nordvolt. On va le proposer aussi au ministère de l'Environnement. Puis ensuite, on va le choisir. On parle d'une sélection en 2026, puis d'une implantation en 2027 pour le rendre accessible en 2030. Donc, c'est quand même long. Je sais que les gens ils voudraient avoir un terrain demain matin, mais il y a vraiment une sélection, une manière de bien faire les choses qui est importante. Mais parce que vous me parliez de la rareté des terrains. Donc, pour moi, c'est important de vous amener sur ce sujet-là en même temps. C'est bon. Oui. Est-ce qu'il y a déjà un plan pour les déchets? Comment tu vas faire la gestion des déchets de la Nordvolt? Parce que je ne sais pas, est-ce que ça va avoir beaucoup de déchets? Gestion des matières résiduelles, effectivement. Oui. Pour avoir notre permis d'exploitation de l'usine, il va falloir faire la démonstration de comment on compte s'occuper des déchets. Donc, il y a un volet important au projet que vous ne connaissez peut-être pas, c'est l'usine Révolte. Donc, cette usine-là, qui va être soumise à une évaluation environnementale, elle vise à recycler les batteries. Donc, je peux vous dire que 50 de la batterie va pouvoir être recyclée. Puis, ce qui est recyclé, c'est surtout les matières premières. Donc, ça fait en sorte que plus le temps va passer, moins on va avoir à aller chercher des matières premières pour construire nos batteries parce que la matière première dans la batterie, c'est ce qui est le plus facile à recycler. Et plus vous recyclez la matière première, plus elle devient pure. Et plus elle devient efficace. Donc, je vous dirais qu'il y a vraiment l'usine de recyclage qui vise à réduire autant que possible les déchets. Mais tout ça, toute cette opération-là est soumise aux critères du ministère de l'Environnement puis aux normes, par exemple, aux normes environnementales pour obtenir nos permis d'exploitation. C'est toujours transmis soit si ce n'est pas recyclé, c'est toujours transmis dans les bons centres. Par exemple, les centres de tri, les centres de recyclage. C'est comme quoi? Il est vendu, il est envoyé. Il est envoyé dans des centres de traitement appropriés. Oui, absolument. Puis, mais j'insiste quand même sur le fait que l'usine de recyclage va vraiment amener un recyclage important de la batterie Nordvolt. Oui, absolument. Par rapport aussi à tous les employés, puis oui. les poubelles. Les poubelles, effectivement. Bien, c'est traité, je vous dirais, comme n'importe quelle usine ou dans les centres de tri, par exemple, locaux. Ça, je ne sais pas ce que je peux ajouter de plus. Là, c'est vraiment traité de manière à être conforme avec les normes environnementales. Je sais aussi que, par exemple, le recyclage de canettes, des choses comme ça, on s'assure on fait affaire avec une firme, on va redistribuer les matériaux, les montants associés aux consignes à des normes, à des groupes communautaires. Oui, absolument. Il y a des déchets de production. Oui. Ébarburage de plastique. Oui, parfait. Oui. D'une part. Oui. Ensuite, des produits non conformes. Tu produis un truc, puis tu t'aperçois, tu le testes, il n'est pas bon. Oui. Donc là, il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Évidemment, tu n'envoies pas ça. Mais là, ça va retourner dans ton usine de Révolte. En fait, les déchets de production qui ne sont pas conformes vont retourner à la chaîne de production au départ. Donc, on va les repartir, on va les réutiliser. Maintenant, je vois aussi un volet intéressant à votre question. Qu'est-ce qui va en être des rejets dans l'eau, des rejets dans l'air? Ça, je pense aussi que c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser de le savoir. Actuellement, on a très peu de réponses et je sais, puis je suis tout à fait conscient qu'on n'a pas de réponse parce qu'on est en train de concevoir ces systèmes-là. Maintenant, ce qui est intéressant avec ça, c'est que tout n'est pas décidé.
Donc, puisque tout n'est pas décidé, bien, on peut encore consulter les gens, puis on peut encore moduler le projet en fonction de leurs aspirations. Au prochain comité de liaison, on va recevoir les experts environnementaux indépendants. On va les asseoir autour de la table. On va leur présenter premièrement la prochaine autorisation environnementale qui, elle, consiste à expliquer, à démontrer qu'est-ce qu'on va faire pour empêcher que les contaminants résiduels se retrouvent dans le Richelieu pendant les excavations. Donc, pour pas que l'eau de pluie vienne par ruissellement transmettre les contaminants dans le Richelieu. Donc, ça, c'est une démonstration qu'on doit faire pour notre prochaine autorisation environnementale. Maintenant, qu'est-ce qui va en être pendant l'usine? Ça, on n'est pas rendu là encore, mais ce qui est intéressant, c'est que la prochaine rencontre du comité de liaison va porter strictement là-dessus. Puis on va justement écouter ces experts-là environnementaux. Je peux les nommer, là, ça ne me dérange pas. Il va y avoir un membre de plus de Covabar. Il va y avoir fort probablement SNAP Québec, Fondation Rivière, puis une personne de la santé publique spécialiste dans l'eau. Donc ça, c'est des gens qu'on est allé chercher pour cette occasion spéciale-là, pour les mettre en relation avec nos ingénieurs qui conçoivent les plans de l'usine pour la phase opératoire. Donc, premièrement, on va les informer des mesures qu'on a prises pour s'assurer du respect de l'environnement au niveau de l'eau pendant la construction. Dans un deuxième temps, on va les mettre en relation avec les experts pour aller chercher leurs préoccupations avant d'aller à la table à dessin. Donc ça, oui, je comprends qu'en ce moment, il y a quand même une inquiétude par rapport au fait que tout n'est pas décidé, mais moi, je le vois aussi comme une opportunité. Donc, une opportunité de s'aligner sur les besoins puis les préoccupations des experts environnementaux. Première batterie, mi-2026, première batterie. Maintenant, on n'aura pas 3000 personnes qui vont entrer du jour au lendemain. Donc, ça va se faire progressivement jusqu'en 2030, mais l'usine de Révolt va être implantée encore un petit peu plus tard. C'est justement à partir de la fin de vie des batteries, après 10 ans, qu'on va commencer à avoir de plus en plus de batteries à recycler. Donc, c'est elle, l'usine, qui va entrer en fonction un petit peu plus tard. Maintenant, quand est-ce qu'on va connaître toute l'information? Ça, c'est une super bonne question. On a une série d'autorisations environnementales. On en a au moins 13. À chaque étape du projet, on est obligé de rendre toute l'information au ministère de l'Environnement. Puis on a souvent entendu une critique par rapport à ça. Puis je la comprends. Les gens nous disent, oui, mais pourquoi vous ne rendez pas public ces autorisations-là au moment du dépôt? Mais ça, la question elle est simple. La réponse elle est simple, c'est parce que au moment du dépôt, entre le moment du dépôt de la demande et du moment où elle est acceptée, il y a énormément d'échanges entre le ministère puis nos experts. Donc, c'est modulé justement pour s'assurer que toutes les normes sont respectées. Donc, le ministère n'a pas juste la responsabilité de dire oui ou non. Ils vont dire oui, mais vous devriez faire ça comme ça, sinon on ne l'acceptera pas. Donc, il y a vraiment un travail itératif, un processus itératif qui est fait, qui est continuel. Puis si on publiait les autorisations au moment du dépôt de la demande, on se ferait dire, oui, mais ça a changé, vous n'avez pas respecté ce que vous avez demandé. Donc, on les rend disponibles au moment du dépôt et on donne toute la documentation. Vous pouvez voir sur notre site, il y a 2000 pages. 2000 pages de documentation, il n'y a rien de caviardé là-dessus. 2000 pages de documentation. Donc, la prochaine autorisation, c'est la deuxième. On a au moins une bonne dizaine. Donc, à chaque autorisation, on va donner l'information. Par contre, on sait qu'il va y avoir une consultation publique début 2025 sur le projet de l'usine de Révolt. Et là, on va avoir il va y avoir une consultation publique, il va y avoir plus d'informations qui vont être connues. Donc, plus le projet va avancer début 2025, on devrait déjà être en mesure d'avoir beaucoup d'informations pour ces audiences-là. Révolt ne va traiter que les batteries de Nordvolt? Non. On va utiliser, évidemment, on va traiter nos batteries, mais on va aussi prendre d'autres batteries. Donc, c'est l'objectif. On ne va pas juste prendre des batteries de Nordvolt. On va évidemment prendre des batteries de Nordvolt, mais on va prendre d'autres batteries, effectivement. Oui, puis on va s'assurer aussi que, par exemple, nos batteries ne vont pas se faire recycler en Chine. Non, c'est ça. On veut qu'ils restent ici. On veut éviter, dans la chaîne de production, on veut éviter le transport. On ne veut pas que les batteries voyagent au travers de la planète. Donc, je sais qu'en Europe, ils ont mis des réglementations pour ça. Puis de notre côté aussi, on travaille là-dessus pour éviter que la batterie se promène.
Mais effectivement, le recyclage, c'est une des raisons pour lesquelles c'est toute la chaîne de production qui fait en sorte que la batterie Nordvolt est 10 fois moins polluante que la batterie actuelle. Mais là-dessus, il y a vraiment le recyclage, l'énergie qu'on utilise, par exemple, pour créer la batterie. Donc, plutôt qu'utiliser l'énergie fossile, on va utiliser l'énergie hydroélectrique. Il y a la chaîne de production, donc la proximité avec le port de Montréal. Donc, il y a plusieurs choses qui, mises ensemble, font en sorte qu'on a choisi ce site-là, mais qui vont justement contribuer à l'empreinte carbonique diminuer. Vous m'avez parlé d'une inquiétude une fois concernant une petite maison, la petite maison. Ça va être une des premières questions que j'avais posées quand il y a le projet Nordvolt, parce que je m'implique beaucoup en histoire. Ouais. Comme vous avez acheté une maison historique, oui. Et que c'est pas la priorité, parce que évidemment monter l'usine, c'est votre priorité numéro 1. Alors je suis sûr que ce petit coin de terrain soit pas orphelin. Quand vous m'aviez fait part de ce problème-là, je me souviens d'avoir appelé mon patron. Je disais, hey, là, dis-moi que la petite maison, vous n'allez pas faire de quoi avec ça. Effectivement, on m'a confirmé que ça va être une maison de service là, de gens de la Suède, par exemple, qui vont venir, d'employés Nordvolt qui vont s'installer à moyen terme. On va la rénover de l'intérieur, mais on va s'assurer de la conservation de l'endroit. Puis ça, je veux vous rassurer là-dessus. L'enveloppe du bâtiment. Oui, l'enveloppe, oui, absolument. Besoin d'un peu d'amour. Effectivement. Besoin un peu d'amour. Et en fait, même son environnement, parce que si je comprends bien, elle va être quand même enclavée dans le site industriel actuellement. D'un côté, ça a l'air agricole, mais ça ne l'est pas. C'est zoné industriel. Oui. Mais elle va être enclavée, alors je ne voudrais pas qu'elle soit entre trois murs industriels. Effectivement. Non. Effectivement, non. Ça, je peux vous assurer qu'on va en prendre bien soin. On en prend possession dans les prochains jours, justement. Il y avait déjà une famille qui restait là. Est-ce qu'ils vont partir? Oh, prochainement, je pense que oui, effectivement. Ça veut dire que vous allez commencer à la rénover? Parce que ma crainte, c'est que vous la laissiez à l'abandon, parce que vous n'aurez pas beaucoup d'employés avant 2026. Je peux vous assurer qu'on va en avoir. On fait beaucoup venir d'employés de Suède en ce moment pour former nos gens, puis on envoie nos gens en Suède pour être formés. Donc, il y a un échange qui est fait. Mais oui, non, ça... Vous et moi, ils devaient être formés à Montréal. Là, je pense pas qu'ils viennent se former les deux, à en fait, non. Au fur et à mesure que le site va grandir, plus le site va pousser, là, plus on va avoir de gens qui vont s'approcher du site. Puis tous les employés, à peu près tout, peut-être pas tout, là, mais une bonne partie là, des employés du siège social de Montréal vont déménager sur la Rive-Sud. Puis la majorité de nos employés viennent de la Rive-Sud de toute façon actuellement. Ils viennent déjà de la Rive-Sud parce qu'ils ont choisi Nordvolt. C'est ça. En ce moment, ils travaillent à Montréal, mais aussitôt qu'on va avoir des bureaux, là, on va tout de suite faire le mouvement vers ça. Vous choisissez vous vouliez avoir une petite vitrine? Oui, en fait, c'est une bonne question. On l'a mis sur la glace. Oui, bien, on voulait effectivement avoir un lieu, un pignon sur rue pour recevoir des citoyens. Puis c'est pour ça que j'avais fait des cafés en partie. Il y a deux raisons. La première raison, c'est parce que des citoyens me disaient par courriel qu'ils voulaient absolument s'éloigner un peu des grandes foules polarisées, puis polarisées par des gens de l'extérieur de la Montérégie. Donc, deuxième raison, c'est parce que je n'avais pas de lieu, justement, encore, je voulais une place pour à peu près 10-15 personnes. Donc là, je ne pouvais pas avoir ce lieu-là dernièrement avec les événements qu'on a connus. Là, vous savez comme moi qu'il y a eu des enjeux, j'appelle ça d'éco-terrorisme. Donc, on a pris une petite pause là-dessus, mais on a quand même en train de regarder quelque chose. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je vous arrive avec une terrasse, un café avec une terrasse, là, où je ne sais pas, trouvez-moi un nom. Là. Essayez de trouver une idée, revenez-moi avec ça. J'ai besoin de vos idées là-dessus. Il y a une petite maison sur le bord. Qui pourrait servir de lieu pour faire des petites rencontres comme ça? Quelle maison? Celle que vous avez acquise. Ah, bien écoutez, non, elle ne servira pas à ça pour l'instant. Bien, le terrain est assez grand, effectivement. Ça pourrait être une bonne idée, effectivement. Je vais regarder ça, mais on est en train de regarder pour trouver une espèce de terrasse parce que je veux
augmenter la grosseur des groupes pour les ouvrir à un plus grand nombre de personnes, puis peut-être les annoncer publiquement éventuellement. Il fait beau, là, il va faire beau, c'est le temps. Cet hiver, on va retourner à l'intérieur dans des plus petits cafés, mais là, cet été, j'aimerais ça faire un événement blé d'Inde aussi, ou des choses comme ça. Si vous avez des idées, là. C'était une de mes... quand on a fait la rencontre, c'était pas une préoccupation autant qu'un souhait, ce développement du sentiment d'appartenance. C'est-à-dire, tu sais, quand tu travailles en histoire, tu travailles pour ça, le sentiment d'appartenance. Puis vous l'avez mentionné, vous, un peu plus tôt, vous vous sentez comme de la vallée du Richelieu, vous êtes comme un adopté. Puis ce que je disais, c'est qu'il faut multiplier les occasions pour développer un sentiment d'appartenance, mais dans les deux sens. On veut que les gens soient fiers, en fait, que vous nous donniez des raisons d'être fiers là, de l'implantation de Nordvolt, puis qu'on dise hey, c'est à nous autres. Ça, c'est notre usine, c'est un beau site, puis c'est bien aménagé. Mais d'un autre côté, on souhaite que Nordvolt se sente comme de la vallée du Richelieu, que ce soit, qu'ils disent c'est chez nous, la vallée, c'est notre rivière, c'est pas le... Je vous dirais que il y a des activités qui vont, je ne sais pas si le communiqué de presse est sorti encore, là, mais des activités qui s'en viennent pas plus tard qu'en fin de semaine. Des activités communautaires où on va aller s'imprégner, donc avec une trentaine d'employés de Nordvolt, aller dans la communauté pas plus tard que samedi. Ça va être super intéressant. Il y en a, ils vont se multiplier. Mais, je vous le dis, si vous avez des idées, on est toujours preneur. C'est facile à dire qu'on veut avoir un sentiment d'appartenance, mais ça ne se matérialise pas comme ça. Si vous avez des idées, moi, je suis tout le temps preneur, puis j'en ai eu des bonnes suggestions qui sont venues ici. Là. La terrasse, là, c'est venu d'ici. C'est venu des discussions autour de la table ici. Donc, si vous avez des idées pour aller augmenter la fierté, vous, je le sais, vous voulez un drapeau de Nordvolt. Vous l'avez écrit par courriel. Mais je ne suis pas prêt à faire ça encore. J'ai des enjeux de sécurité encore pour vous. C'est correct, mais dès que tu as une chance, tu me l'envoies. Le mot est déjà posé. Mon drapeau du Québec, là, il a besoin d'un ami en dessous. Là. On va commencer par un T-shirt. J'ai un T-shirt, mais je pense que c'est grandeur 6 mois et demi qui donnait lors de la rencontre. C'était les seules grandeurs qui avaient à peu près 6 mois, 9 mois. Mais j'ai commandé des T-shirts parce que là, on en a des small ou des 2X. Fait que là, j'ai demandé d'avoir juste des larges puis des X larges parce que c'est ceux-là qu'on passe tout le temps. Mais oui, effectivement, on veut que les gens s'approprient Nordvolt. Puis ce que je remarque aussi dans certaines rencontres, c'est que le fait de communiquer entre vous comme ça, autour de Nordvolt, ça crée une espèce de chimie, une synergie qui est intéressante. Une énergie. Ah, j'aime ça, effectivement. Un café énergique. Oui, au site, vous avez une adresse maintenant, le 6 rue de l'Énergie. Oui, absolument. Ouais. Je trouve ça magnifique. C'est un beau nom pour l'endroit. C'est ça. Mais au-delà, tu sais, si on parle des rencontres qu'on a eues, oui, il y a eu des échanges, il y avait beaucoup d'interactions avec les gens, en tout cas le soir que j'étais venu, entre les gens. Mais c'est le contact qui a été établi parce que après, on a probablement échangé. Oui, bien, je vous ai mis sur la liste d'envoi en plus. Oui. Donc, à chaque fois qu'il y a une information, si vous le souhaitez aussi, je peux vous mettre sur la liste. Je ne sais pas si vous y êtes déjà. Des courriels? Oui, bon, parfait. Donc, vous y êtes. Donc, moi, toute personne qui veut être informée, à chaque fois qu'on envoie une information, un communiqué de presse, pas nécessairement un communiqué de presse, il y a beaucoup d'informations que j'envoie comme ça aux citoyens. Là, éventuellement, je vais pouvoir même, je travaille pour le rendre public, là, le rendre accessible sur le site web. Je n'ai juste pas l'outil informatique qui me permet de gérer un flot de courriel aussi important, mais je vais l'avoir prochainement. Donc, je vais rendre disponible cette infolette-là, mais à tout le monde qui va vouloir, toujours en essayant de garder quand même un volet local. Ça, pour nous, c'est vraiment important, le volet local. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous inquiètent ou des idées? Là, moi, vous le savez, là, je pense qu'il y en a quelques-uns qui me connaissent un peu là, par courriel aussi, là, mais si vous avez des idées, n'importe quoi, n'hésitez pas. Nous, on est toujours preneurs des idées d'activités communautaires. N'hésitez pas. Puis
Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire personnellement. Vous le savez, vous avez mon adresse courriel. Je réponds à chaque courriel. Puis les gens me le disent. Souvent, ils ne comprennent pas. Je réponds en dedans de 2-3 minutes des fois. Je réponds assez vite. Je suis tout le temps plugué sur mon téléphone. Puis j'essaie de m'assurer que les gens... Je suis rendu, là, je vous dirais, en quelques mois, là, en 3 mois. En fait, ça a fait 3 mois avant hier. J'ai fait au-dessus de 50 rencontres avec un total de 600 personnes. Ça a commencé avec du un pour un. Là, après ça, c'était plus difficile au début. Donc là, j'ai monté avec des petits groupes de 5. Puis là, maintenant, je vais aller avec des groupes de 25. Puis après ça, je vais aller avec des groupes de 100. Puis après ça, je vais faire des groupes de 500. Mais on y va par ça. 100 000, c'est beaucoup. C'est un gros défi, mais j'aime l'idée pour moi de commencer tranquillement et d'y aller dans le long terme. On veut établir une relation durable. Ça serait beaucoup plus facile pour moi ou pour nous de faire une activité très large avec un public, une centaine de personnes, mais je pense que le niveau d'information que vous obtiendrez ne serait pas du tout à la hauteur de ce que vous avez actuellement. Donc, on mise sur la qualité, premièrement, mais on mise sur le local aussi. Ça pour nous, le bon voisinage, c'est vraiment important. Donc, la qualité et le local. N'hésitez pas à revenir à d'autres activités. Madame Plante, vous êtes citoyenne de McMasterville. Vous êtes venue aujourd'hui au café pour avoir réponse à vos questions. Un des enjeux que vous avez nommés, c'est notamment les enjeux de circulation, le maintien de la qualité de vie aussi. Mais vous, c'est vraiment du côté des retombées et des opportunités. Ça ressemble à quoi pour vous, ces opportunités-là? Bien, d'abord, pour pouvoir profiter des retombées, bien, la première retombée, c'est de pouvoir accéder aux emplois que Nordvolt va créer dans la région. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aider nos gens à se préparer pour ça, pour être des Nordvolteurs potentiels avec ce qu'il faut dans leur poche qui est recherché. Donc ça, par exemple, c'est un des exemples des retombées qu'on peut avoir. Ensuite de ça, il va y avoir plein de retombées économiques. Et aussi, moi, ce qui me préoccupe, c'est le développement du transport en commun, des nouveaux axes qui n'existent pas non plus dans la région ici. Donc, je vois vraiment un potentiel de développement qui n'est pas juste local. Pour moi, là, il est vraiment régional. Donc, ça pourrait faire vraiment fleurir notre belle région de la Valerie du Richelieu. Puis, est-ce que vous êtes rassurée suite aux réponses que vous avez eues aujourd'hui? Tout à fait. Bien, moi, j'aime beaucoup voir l'implication que Nordvolt prend, les efforts qu'ils mettent pour que les choses arrivent, pour répondre aux préoccupations de la population. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important. Donc, je sens vraiment l'écoute. Je sens aussi qu'on peut participer, qu'ils nous laissent la place pour influencer, amener des idées, contribuer. Puis moi, je viens chercher ça très personnellement, là, pouvoir contribuer dans ce projet-là. Madame Mesquita, vous êtes citoyenne de Saint-Basile-le-Grand et vous, une des principales préoccupations que vous avez, c'est la congestion ferroviaire. Vous prenez le train et déjà, il y a un engorgement. Donc, avec l'arrivée des travailleurs, c'est une de vos inquiétudes. Également, vous avez parlé du transport en commun. Donc, c'est quoi vraiment votre réalité en ce moment? Bon, maintenant, la réalité, c'est dû à Saint-Basile et je pense à McMasterville aussi parce que les trains de banlieue, c'est pas vraiment... on ne peut pas trust. C'est vraiment difficile. On ne sait pas quand on va arriver au travail, quand on va arriver du travail parce qu'il est en retard, toujours. Il y a la congestion ferroviaire. Donc, je pensais qu'avec la Nordvolt, ça sera plus difficile. Parce qu'on va avoir plus de trains de marchandises et les trains de marchandises ont la préférence dans la scène des tracks. Donc, je voudrais savoir s'il avait un plan pour ça et ça semble que oui. Il a répondu à toutes nos questions. Moi, je vois Nordvolt comme une bonne chose. Je pense qu'ils vont aider le développement de la région. Mais j'ai juste peur de début de développement parce que c'est un développement très vite et beaucoup de gens vont arriver, on va avoir des petits. S'il n'y a pas un plan pour ça, je pense que la congestion ferroviaire et aussi le transport commun, ça sera
comme un chaos avant d'être amélioré. Donc, c'est bon de savoir qu'ils ont un plan pour ça, mais je vais suivre s'ils vont faire tout qu'ils vont dire, tout qu'ils disent qu'ils vont faire. Oui. Et comment donc vous vous sentez suite à cette rencontre d'aujourd'hui? Je sens bien. Je pense que notre vote fait tout pour faire les citoyens sentir qu'ils nous écoutent. Et c'est une bonne chose, je pense. Pour moi, je pense, OK, c'est bon, il veut savoir qu'est-ce que je pense. Il veut savoir si j'ai une suggestion pour ça. Donc, je suis heureuse avec sa expérience de café avec notre vote. J'ai plein de retourner. C'est bon pour moi pour améliorer mon français aussi. Monsieur Pelletier, aujourd'hui, c'était pas la première fois que vous assistiez à un café. Donc, ça fait plusieurs fois que vous venez. C'est quoi les réponses que vous recherchez exactement? Les réponses, j'avais comme plusieurs citoyens, des réponses sur l'implantation. J'ai des enjeux par rapport soit à l'environnement, à la réutilisation de l'énergie qui est produite, à l'usine. En fait, plusieurs préoccupations. J'avais aussi une préoccupation particulière parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire locale et Nordvolt a fait l'acquisition d'une maison historique qui va être enclavée dans son site. Alors, je voulais m'assurer aussi qu'on avait des préoccupations pour cette charmante maison. Oui. Et M. Michaud vous a donné certaines réponses sur l'avenir de cette maison-là. Qu'est-ce que vous avez pensé de son intervention? Bien, je pense que c'est rassurant parce que ce genre de maison-là, une maison ancienne, on avait à peu près pas de maison de briques au milieu du 19e siècle. Elle a été construite dans les années 1850 environ. Et c'est une maison qui a besoin d'amour, qui a besoin d'entretien, et de savoir que c'est des gens qui vont peut-être avoir les moyens, au moins de la conserver adéquatement. Il y a un côté rassurant, mais je voulais m'assurer auprès de M. Michaud que c'était effectivement une préoccupation de Nordvolt, que c'était pas juste une acquisition qu'on faisait et qu'on laissait dormir sur un terrain.